Petit tour de table très rapide où chacun va prendre. Je crois qu'il ne marche pas ce micro, malheureusement. Va faire... Ah si, il marche. Ben, voilà, très bien. Donc il faudra peut-être se partager un petit peu les micros. On fait un petit tour rapide, très très rapide. Vous vous présentez, comment vous vous appelez, où vous travaillez, pour qui vous travaillez. Et puis ensuite, on reprendra la discussion tous ensemble. Voilà. Donc, Jérémy Pourchet, donc moi je suis directeur de recherche à l'école Émile de Saint-Étienne. Je travaille en fait dans un laboratoire labellisé pour l'INSERM. Et mon activité de recherche, c'est de travailler sur l'inhalation des particules, aussi bien pour des aspects thérapeutiques que toxicologiques. Et je m'intéresse depuis maintenant 4 ans à la vape. Bonjour à tous, je m'appelle Maude Mercury, je suis responsable du laboratoire d'analyse au laboratoire français du liquide. Je suis là pour analyser les liquides de nos différents clients et estimer la composition de ces liquides, et à la fois en phase liquide et en émission, et pour garantir le sujet qui est d'aujourd'hui, la sécurité des liquides. Bonjour, je m'appelle Michael Amoudi, je suis aujourd'hui responsable commercial chez AromaSense et aussi en charge de la relation consommateur à la FIVAP. Et je mène des travaux et des études sur les produits de dégradation justement dans la vape et notamment les arômes, vu qu'on fabrique des arômes. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc Xavier Marzel, je suis l'aromaticien responsable de la création des liquides chez Gaëtren Alpha Liquide, et je collabore étroitement avec notre unité d'analyse afin de superviser et de s'assurer que tout se passe bien pour le procédé de création et après pour l'observation de tout ce qui va se passer lorsqu'on va vapoter. Et je fais aussi partie du comité d'experts qui a été responsable de l'édition des normes à l'AFNOR. Merci Xavier. Bonjour, je suis Benoît Éclache, je dirige les laboratoires Faudé. Voilà. J'ai aussi participé avec Xavier, Charlie et d'autres à l'élaboration des normes AFNOR et je pense qu'on va en parler dans pas longtemps. Bonjour, Charlie Perrault, je suis le vice-président de la FIVAP en charge des questions des productions. Et puis donc aujourd'hui je suis venu pour expliquer effectivement tout ce processus qu'on a vécu tous ensemble d'ailleurs. Effectivement, beaucoup de personnes qui sont autour de cette table ont participé activement à l'élaboration des normes. Les normes, ce n'est pas forcément la sécurité totalement. Les normes, c'est des référentiels techniques. La sécurité, c'est un chapitre aussi qui peut être associé à la loi, donc à la réglementation. Et donc, je vais essayer de participer à ce débat qui sont, à mon avis, intéressants et d'actualité, forcément. D'accord, donc pour commencer, je vais être un vapoteur bêta, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans les liquides ? Franchement, parce que ça a l'air tout simple, parce que c'est la réponse qu'on donne en général, c'est de dire, oh là là, par rapport à tout ce qu'il y a dans le tabac, le liquide, c'est beaucoup plus simple. Et puis là, ça fait 2 jours que je me balade et que je fais la démarche vraiment de discuter avec les gens qui fabriquent des liquides, et je tombe des nues un petit peu sur toutes ces problématiques et toutes ces choses qu'il y a finalement dans les liquides qu'il faut regarder. Donc au final, c'est pas si simple que ça. Il y a le liquide, il y a le liquide vaporisé. Je crois comprendre que c'est pas tout à fait la même chose, que ça se transforme. Donc qui veut prendre la parole là-dessus ? Peut-être vous pour commencer. Parce que vous m'avez envoyé un mail en me disant alors de quoi on va parler exactement ? Alors, donc là, c'est vrai que c'est un petit peu vaste comme question. Donc Charlie a posé aussi en termes d'introduction qu'est-ce qu'on entend par sécurité. Donc il y a 2 types de choses, les aspects réglementaires et les aspects des normes. Qu'est-ce qu'il y a dans les liquides ? Enfin déjà pour moi, je dirais qu'il n'y a pas un e-liquide, mais il y a des e-liquides. Le marché des liquides, c'est vraiment un marché d'innovation qui est extrêmement intensive. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de e-liquides qui sont sur le marché en France. Et dans le cadre de l'ensemble de ces produits, ce qu'il faut bien avoir l'idée, c'est qu'outre le nombre très important de liquides sur le marché, outre le fait qu'il y a l'extension des pratiques du do-it-yourself, qu'il y a beaucoup de formulateurs avec de plus en plus de moyens, qui sont capables, analytiques, scientifiques, etc., qui font beaucoup de boulot sur de nouvelles odeurs, de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. Tout ça fait que ces aspects d'innovation, qui in fine se retrouvent dans le nombre de composants qui peut se retrouver sur un e-liquide, c'est peut-être la clé qui fait le succès de la vape et donc peut-être du sevrage tabagique. C'est cet aspect vraiment exploration positive et surprenante. Donc ça, je pense que c'est des points qui sont importants. Pour moi, le e-liquide, c'est avant tout la production de la singularité. Donc quand vous me dites ce qu'il y a dans un e-liquide,
j'ai tendance à dire que c'est extrêmement compliqué de répondre de manière très simple à cette question, même s'il y a des composants majoritaires. Mais là, les industriels vont répondre beaucoup mieux que moi, de manière basique. Il y aura du PG, du VG, un certain nombre d'arômes, un petit peu d'éthanol, un petit peu d'eau. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr. Et la nicotine, mais tout en sachant, mais là on va y revenir sur ces aspects réglementaires. Hein. Enfin, le marché de la vape, c'est pas que des liquides nicotinés non plus, ce qui fait aussi une difficulté, qu'il y a 15 à 20% du marché qui est du liquide sans nicotine, ça dépend comment on compte, mais l'ordre de grandeur est celui-là. Donc en fait, moi je pense que c'est très compliqué à répondre à cette question. Tel qu'on l'a vu, il n'y a pas un liquide, mais il y a des liquides. C'est ce qui fait le succès, même si on peut lister 5-6 ingrédients majoritaires. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir. Moi, je pourrais rajouter que sur les liquides, en fait, c'est de la chimie déjà à la base. Et la chimie, en fait, c'est les molécules. Et un liquide, en fait, ça commence par plusieurs matières premières, tout simplement pour pouvoir faire de la composition d'arômes. Et ensuite, on rajoute d'autres matières qui vont être le propylène, la glycérine, la nicotine. Et parfois, quelques agents qui permettent de diluer généralement ces produits. Mais à la base, pour répondre à ta question, Sébastien, c'est des molécules, en fait, qu'on assemble. En fait, c'est une grande cuisine. Grande cuisine, donc justement, vis-à-vis, vous avez tous une responsabilité quand vous fabriquez, vis-à-vis des consommateurs, et vous avez besoin de lisibilité pour le consommateur. Donc au niveau d'un laboratoire, bon, il y a la TPD qui est passée, le fait de devoir notifier les liquides, etc. Donc au niveau du laboratoire, concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une liste de choses à rechercher et puis mettre des quantités en face, ou est-ce qu'il faut regarder tout ce qu'il y a et puis faire la liste de ce qu'on a trouvé? Comment ça se passe très très concrètement? Vous pouvez tous les deux enchaîner, voilà. Ouais, alors de manière très concrète, et puis pour faire le lien aussi avec ta première question. Donc, on va intéresser personne si on dit qu'il y a du PG, de la VG, de la nicotine et un arôme. Pour aller un tout petit peu plus dans le détail, faut reprendre un petit peu l'histoire. Un arôme, c'est une liste de molécules positives que l'on peut utiliser pour créer un arôme. Beaucoup ont confondu au début de la vape avec la parfumerie, par exemple. La parfumerie, on a une liste positive de molécules que l'on peut utiliser pour créer des parfums. Mais ce n'est pas les mêmes. Donc déjà, le cadre réglementaire est pour un laboratoire la base. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, ça l'est de plus en plus. Après, les additifs, moi je considère que l'eau ou l'alcool est un additif. On est tout à fait capable de faire, et il y a des liquides sur le marché qui n'ont pas du tout d'eau et d'alcool. Et puis après, est-ce que ta question portait sur l'ouverture vers de nouveaux additifs? On sait que des additifs sont proscrits dans la norme AFNOR, par exemple, mais on entend beaucoup parler sur ce salon, sur d'autres, de CBD et encore d'autres choses qui vont arriver dans les années à venir. Et c'est un débat que l'on a à la FIVAP, notamment sur ces additifs. Donc, pour répondre à ta deuxième question, le cadre, c'est aujourd'hui, pour partie la réglementation qui le met, mais surtout le labo, qui se donne une éthique propre avec une liste positive ou négative de molécules à employer. Oui, enfin, si je peux rajouter, sur la composition aromatique, on s'impose d'un cahier des charges assez strict. En termes d'arômes vapologiques, on vérifie l'absence de molécules de type CMR ou ne pas dépasser le taux de diacétyl préconisé par la norme sur les liquides. Après, pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur la composition des liquides ou la composition des émissions, je rebondis aussi sur ce que tu disais, c'est qu'il faut se baser sur des laboratoires qui ont un cahier des charges strict et des laboratoires sérieux. J'invite aussi les gens à passer sur le stand du LFL où on a mis une expérience en route pour montrer qu'en fonction de la composition des liquides, le matériel utilisé et le comportement du vapoteur, la qualité de l'émission sera différente. Mais toujours en se basant sur principalement des liquides dont le cahier des charges est sérieux et normé. Je redonne ma question parce que pour me faire comprendre, en général, on trouve ce que l'on cherche. Ma question, c'est de dire, est-ce qu'il y a une liste de choses que l'on doit chercher et constater c'est présent, c'est pas présent, et si c'est présent, à quelle quantité, est-ce qu'il y a des limites, etc. Ou est-ce que c'est une analyse à vue et on regarde ce qu'il y a dedans et tout ce qu'on trouve, on va le révéler et se demander si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est juste pour faire comprendre vraiment aussi aux consommateurs et même aux commerçants, etc., ce qu'ils vendent, quoi. Il y a effectivement la composition séduisante du liquide, c'est-à-dire la partie aromatique. Après, il y a un principe actif ou pas, c'est la nicotine. Voilà, son rôle à elle, on le connaît, elle vient de l'héritage de la cigarette traditionnelle.
Il y a les bases diluantes. Il ne faut pas oublier que si un e-liquide a cette forme-là dans ce produit-là, c'est parce que c'est quelque chose de facilement accessible et surtout de facilement vaporisable. Pour imiter la fumée de cigarette, l'idée a été de ne plus se baser sur de la combustion, mais sur une autre forme de fumée. Ce n'est plus une fumée, c'est une vapeur. Donc il a été question de trouver au départ, et c'est l'invention de la cigarette électronique moderne, d'utiliser des solvants capables d'être vaporisés à des températures qui peuvent être atteintes avec une batterie portative. Donc en fait, le e-liquide aujourd'hui, c'est la résultante peut-être aussi de l'amélioration de l'électronique moderne, puisqu'on peut avoir des batteries au lithium portatives qui peuvent vaporiser avec ces quantités d'énergie un support qui peut ressembler à de la fumée. Et bien, quel fut le choix à ce moment-là? C'est le propylène glycol et la glycérine végétale, parce qu'ils étaient simplement capables d'être vaporisés à des températures relativement accessibles, c'est aux alentours de 200 degrés, immédiatement se transformer en micro-gouttelettes par condensation et donc procurer une sensation en inhalation qui est proche de celle de la fumée. Donc le e-liquide, c'est une invention qui est issue de la capacité de vaporisation d'un vaporisateur personnel. La partie, forcément, et là je reviens directement à cette question des arômes, qui est la grande interrogation, on va dire, du e-liquide, et bien là, ça devient quelque chose de compliqué. La base est simple, mais la performance du e-liquide et son attrait pour cette saveur, là, c'est un ensemble qui peut être extrêmement complexe. Un e-liquide de tabac peut être composé que de 4 molécules. La saveur, je veux dire, du tabac peut être composée que de 4 molécules. Mais sur certaines saveurs, on va se retrouver à 150 molécules aromatiques en infime quantité, toute petite quantité, mais qui vont participer à la construction de la saveur. Dans ce cas-là, c'est donc la grande interrogation. La grande interrogation, c'est de quoi sont composés les arômes dans un e-liquide. Et là, oui, il y a des molécules qui sont à bannir. Il y a des molécules qui ont été, non pas à bannir, qui n'ont pas été bannies, mais qui ont été ajustées. C'est le cas du diacétyl. Pourquoi le diacétyl est descendu à un taux dans la norme de 22 ppm? C'est parce qu'on s'est basé sur des études à l'époque, notamment celle de Constantin Farsolinos, qui avait décrété au regard de l'historique sur l'industrie des pop-corn, que les professionnels soumis au pop-corn pendant 8 heures de travail, à l'odeur du pop-corn pendant 8 heures de travail, inhalaient une quantité de diacétyl sur 8 heures par jour. Et il a, avec des bases de calcul, défini que c'était 22 ppm. Et c'est ce qui est aujourd'hui un élément de réassurance dans la norme, 22 ppm de diacétyl. Mais attention, on ne vapote pas 8 heures par jour. On peut avoir sa vape toute une journée. Mais la quantité d'inhalation, c'est-à-dire le temps d'inhalation dans la journée, c'est entre 8 minutes et 20 minutes pour un gros vapoteur. C'est-à-dire 20 minutes d'inhalation de ces arômes. Donc l'exposition à 20 minutes de diacétyl n'est pas la même que l'exposition à 8 heures pour un travailleur qui travaille dans l'industrie du popcorn. Donc les concentrations des liquides qui ont été réfléchies maintenant par globalement tous les acteurs de la vape qui suivent ce référentiel de la norme XPD 90-300 partie 2, c'est bien une composition qui écarte le diacétyl parce qu'on savait que ça pouvait poser des problèmes. Mais maintenant se pose la question de d'autres molécules qui vont peut-être être observées comme étant à concentrer et ajuster. Ce qui fait le poison, c'est la dose, encore une fois. Hein, il y a beaucoup de gens qui répètent cette maxime-là, mais ce n'est pas un hasard. Eh bien, dans les arômes, c'est la même chose. Un tout petit peu de diacétyl est préférable à une autre molécule plus ou moins connue dont on n'a pas de rapport, qui rapporterait ce goût de diacétyl, mais qu'il faudrait concentrer peut-être 2 fois plus et qui serait peut-être tout aussi dangereuse. Et le jour où on dira, et ça c'était le cas de l'acétylpropionil typiquement, on a dit ben voilà, ça donne un goût de diacétyl, mais comme ça on ne parle plus du diacétyl. Mais à cette surenchère-là, on a dit ah ouais, mais l'acétylpropionil c'est pas bien non plus. Donc on a pris l'hexane de 3-dione qui elle, il en faut 6 fois plus pour avoir le même goût que le diacétyl. Ben, il eût été préférable d'avoir 22 ppm de diacétyl que de chercher à masquer cette molécule pour répondre au cahier des charges et à venir avec des molécules inconnues. Et les acteurs de la fourniture des arômes ont une mission très importante, c'est de travailler en étroite collaboration avec les concepteurs de saveurs de e-liquide pour créer ce fameux grade vapologique, cette fameuse exigence vapologique qui consiste à dire je sélectionne des arômes qui préalablement ont été vérifiés dans leurs propriétés à l'inhalation. Et c'est ce que tout le monde fait. Xavier, effectivement, était très actif au moment de la norme et a beaucoup défendu ça. Eh bien, on ne s'est pas senti seul face à l'industrie du tabac qui essayait de nous expliquer ce qu'on devait faire. Non, l'expertise, elle est là, elle est autour de cette table et partout dans ce salon. Et ça s'améliore. Donc, il y a à peu près 450 molécules aromatiques qui participent à l'ensemble du parc des arômes que vous avez sur ce salon. Et il va falloir petit à petit dire, pour telle molécule, c'est pas grave, on peut y aller. Pour ces molécules-là, non, il faut freiner, et ainsi de suite. Et ça va se conduire au fur et à mesure des années. Ça, Xavier, justement, je passe la parole là-dessus, parce que tu es
référence sur les arômes, les compositions, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, tu as cette liste d'arômes, tu sais comment ça se comporte en liquide, tu sais comment ça se comporte en vapeur. Est-ce que tu t'interdis certaines choses? Quel est le niveau de visibilité qu'il y a, je dirais, pour pas jouer les apprentis sorciers et savoir où on va a priori, quoi. Désolé si je la vois un peu cassée, c'est la chaleur, le vapotage, etc. Alors, je pense qu'il faut déjà un peu rappeler les bases. C'est qu'aujourd'hui, on utilise certes des arômes, ce qu'on appelle de grade alimentaire, mais ce ne sont pas des arômes qui sont destinés à l'ingestion. C'est des arômes qui sont destinés à l'inhalation. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut un petit peu effacer tout le savoir qu'on avait écrit sur un tableau et repartir de zéro, puisque ce qui était valable pour des molécules qui pouvaient être inoffensives en ingestion, ce n'est pas forcément le cas pour des molécules qu'on va inhaler. C'est aussi le cas du diacétyl. Du diacétyl, c'est une molécule qui donne un côté un peu beurré, caramélisé. Ça va être une molécule largement utilisée dans beaucoup d'arômes de pâtisserie. Voilà. Le seuil qui est toléré en ingestion est beaucoup plus haut que le seuil qu'on peut tolérer en inhalation. Alors, partant du principe qu'on va créer des arômes destinés à être inhalés, déjà la première chose que nous, on s'est attaché de faire, c'était de commencer par supprimer tout ce qui pouvait être les fameuses molécules CMR. Donc, c'est des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. C'est des molécules qu'on peut retrouver dans la cigarette de tabac. C'est les premières choses qu'on a cherché à éliminer complètement en fait, de nos formulations. Après, comme on va faire des arômes destinés à l'inhalation, eh bien, toutes les molécules qui ont déjà été catégorisées comme étant dangereuses, irritantes, voire toxiques par inhalation, ont de base été bannies aussi des formulations. Et puis, c'est après que notre vrai travail va commencer, parce que ça, c'était surtout un travail bibliographique. Donc, on a fait des recherches. Mais après, c'est là que le travail de terrain va commencer, c'est d'étudier finalement la réaction de chacune de ces autres molécules qui ne va pas se retrouver dans ces types de standards-là, de voir leur réaction en inhalation et d'étudier leur comportement et effectivement de pouvoir calculer des seuils, puisqu'il y a toujours un seuil de tolérance pour chaque molécule, peut être très très variable. On peut aller de l'ordre de 22 ppm sur du diacétyl, on peut être sur du 1000-2000 ppm sur d'autres molécules. Donc ça va être très très variable en fonction des molécules qu'on va utiliser. Alors il faut savoir que quand on formule un liquide, on va associer différentes molécules aromatiques. Elles peuvent être stables dans le milieu avant la vaporisation. La vaporisation, elle peut très bien être responsable de la formation de nouveaux produits. C'est pour ça qu'on a aussi cherché à avancer très très vite dans le domaine de l'étude de l'analyse de ces vapeurs pour pouvoir s'assurer que justement il n'y avait pas de réaction néfaste, que s'il devait y avoir formation de coproduits, ça restait des molécules aromatiques, ça restait à des seuils raisonnables, sans danger pour l'utilisateur. Donc oui, il y a quand même un très gros travail à faire. Alors la vape, c'est un secteur qui est quand même assez jeune, donc on a déjà fait énormément de progrès, mais le catalogue aromatique, il est extrêmement vaste. Et quand Charlie parle de 450 molécules, c'est des molécules pures qu'on va trouver à l'état de molécules synthétiques ou leur équivalent naturel, mais on écarte tous les extraits naturels existants, et puis là, ça donne des milliers et des milliers de possibilités, mais un extrait naturel, il peut avoir un certain degré de pureté, et puis dans les impuretés, on peut retrouver des choses qui vont nous plaire moins, et puis voilà, il faut les étudier, il faut les avoir sous la loupe. Et donc c'est un travail extrêmement lent, c'est un travail de fourmi. Ça nous occupe quand même une bonne partie de l'année au laboratoire, puisque comme nous on est très très proche en termes de formulation du laboratoire d'analyse, il ne se passe pas un moment sans qu'une formulation parte au labo. Elle peut revenir non conforme, le travail ne repart pas forcément à zéro, mais il faut recommencer. Il faut limite faire les acharnés pour s'assurer justement d'une continuité en termes de sécurité. Quand tu dis elle peut revenir non conforme, pour bien comprendre, puis même pour que les commerçants comprennent, ceux qui écoutent la conférence, etc., parce qu'ils rapportent ça, on leur pose des questions, etc. Donc tu dis non conforme, mais c'est non conforme par rapport à quoi? Qui dit, excusez-moi, qui dit c'est conforme, c'est pas conforme, faut s'arrêter à cette limite en fait. Il y a des tableaux chimiques, il y a des repères, d'où ça vient en fait, cette barrière de conforme, pas conforme. C'est quoi le référentiel en fait? Alors après, il y a plusieurs cas de figure. Déjà, on peut observer quelque chose d'assez simple. Certaines molécules ne supportent absolument pas la vaporisation. Elles vont être un petit peu, on va dire, trop lourdes pour simplifier les choses. Donc, elles ne vont pas être vaporisées par la résistance, elles vont rester accrochées. Du coup, elles vont brûler. Donc, on peut avoir un très léger arrière-goût de brûlé en fait, quand on va vaporiser ce liquide. Et cet arrière-goût de brûlé, ce n'est pas dû à un dry burn de la résistance, c'est dû à
un composant aromatique qui est trop lourd pour être vaporisé va rester accroché. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite écarter parce que forcément, ça crée des coproduits qui sont absolument pas bons en vaporisation. Après, il y a déjà des seuils qui ont été définis en inhalation sur énormément de molécules. On a quand même énormément de données. Après, on n'a certes pas de la data sur toutes les molécules existantes, mais on est aussi là, nous, pour fournir ces fameuses données. C'est un petit peu aussi le but des normes, c'était de pouvoir apporter petit à petit les informations qui nous étaient nécessaires à compléter le référentiel normatif. On a déjà commencé ce travail avec certaines molécules, notamment le cas du diacétyl, certains sucrants, certains édulcorants, les colorants, etc. C'est pour ça que c'est une norme expérimentale. Hein. Parce que expérimentale veut dire qu'elle peut facilement être évolutive et changer et se raccorder régulièrement. C'est la question que j'allais poser parce que finalement la vaporisation de ce type de molécules, que ce soit les arômes ou les additifs, etc., c'est complètement nouveau. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité autre qui a pu servir de repère sur d'autres domaines je me lance à fabriquer de l'agroalimentaire, il y a plein de repères. Dans l'inhalation, pas beaucoup en fait. Voilà. Les aromaticiens produisaient de la matière pour ce qui était ingéré ou pour les parfums. Donc à ce moment-là, c'était senti, mais dans le cadre du parfum, ils ne se posaient pas trop la question parce que on ne sent pas un parfum en permanence avec le nez dessus et de manière régulière. C'est juste pour habiller un corps par définition ou des habits. Mais c'est une science qui est nouvelle et même les aromaticiens, peut-être qu'il y en a ici dans la salle, j'en ai vu tout à l'heure, il y a des aromaticiens qui aujourd'hui sont en train de dire notre métier a changé. Quand on travaillait pour la confiserie, c'est très clair. Quand on travaillait pour le parfum, c'est très clair. Et puis pour la vape, on mettait les liquides de l'agroalimentaire. On dit oui, c'est un liquide agroalimentaire, ça suffit. Non, ça suffit pas. Et ils ont évolué avec nous, ils sont en train d'évoluer. En France en particulier, je les félicite d'avoir accroché ce sujet-là. Et aujourd'hui, des aromaticiens sont capables de dire à des gens qui se lancent dans la fabrication d'un liquide, non, celui-ci vous le voulez, mais je ne vous le ferai pas parce qu'il n'est pas considéré aujourd'hui comme sérieux dans les produits de vapotage. En fait, tu parlais de référentiel tout à l'heure. En fait, finalement, le référentiel, c'est nous qui sommes en train de le faire. En fait, chaque entreprise en fait passe à la loupe chaque produit et sélectionne en fait chacune de ces molécules pour pouvoir les proposer. Donc finalement, la vape, elle a 10 ans en France. Les analyses, c'est quelque chose qui existe depuis 5 ans peut-être, réellement, avec vraiment du matériel étudié, étoffé. Faut savoir qu'on utilise du matériel qui, pour nous, on parle de l'HPLC, on parle de GCMS. Alors, il y a des gens, ils vont ouvrir les yeux, ils vont faire « Ah, c'est génial, mais c'est du classique en fait en chimie ». Et en fait, on a commencé à appliquer à la vaporisation finalement ce qui est appliqué dans l'industrie de la chimie depuis le départ. Et là, on commence à sélectionner. Et toutes ces données, en fait, que ce soit au sein de la FIVAP ou que ce soit au sein de chaque entreprise, on essaye un maximum en fait, de les faire remonter justement aux organismes de manière à pouvoir alerter sur des produits de décomposition, sur des produits qui sont à écarter, comme le précisait Xavier, quoi. Question de base encore, puisque c'est vraiment très important. Hein, on vise les fumeurs, c'est un produit de grande consommation par définition. Les analyses qui sont faites, elles sont faites uniquement sur les produits liquides ou elles sont faites sur les produits liquides et les produits vaporisés. Qu'est-ce que la réglementation impose ? Parce qu'on a tous crié contre la réglementation et tout, mais malgré tout, ça amène finalement, ça canalise quand même l'industrie sur des façons de faire, des bonnes pratiques, etc. Mais pour le consommateur, clairement, qu'est-ce qui est analysé ? Le liquide tout seul ? Le liquide vaporisé ? Quelles sont les étapes ? Les deux, en fait. On analyse le liquide tout seul, le liquide vaporisé. On va même plus loin. On regarde aussi les transferts de monomères. Parce que quand on met un liquide dans un flacon, il peut y avoir transfert en fait, de la matière plastique à la matière liquide. Ça peut arriver en fait, quand on utilise certains solvants. Et donc aujourd'hui, pour ce qui est de la partie réglementation, en fait, on doit, quoi qu'il arrive, déclarer un liquide pour pouvoir le mettre sur le marché. On doit payer 295 € aujourd'hui et s'acquitter à l'ANSES donc, de cette taxe, hein, parce que c'est une taxe. Et en parallèle, on doit fournir aussi les analyses en phase liquide et les analyses en phase vaporisée. C'est le travail des laboratoires. Vous êtes 2 laboratoires à faire ça, si je comprends bien, c'est ça ? Vous faites ce genre de... Aussi, ouais, vous le faites aussi. On ouais. fait ça aussi. Ah ouais, on le fait tous. Donc, oui, vous le faites tous maintenant. Parfait. Oui, la plupart. Pour faire des déclarations, on est d'accord. Hein. Pour être très précis, la TPD nous oblige à déclarer nos liquides et à fournir une nicotinée, exact, et fournir une analyse des émissions. Il faut savoir que c'est absolument pas coercitif. Aujourd'hui, on fournit une analyse, mais il n'y a pas de seuil au niveau des émissions de décréter légalement, ni de manière normative, ni de manière réglementaire dans la loi. Au niveau normatif, oui, on a normé les 22 ppm de diacétyl que tout le monde a en tête. Pour l'instant, il n'y a rien au niveau des émissions.
il y a quand même, au niveau des émissions, des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs guides, qui ont été émises par l'ANSES. Vous avez tous entendu parler des problématiques de peinture dans les crèches qui relarguaient du formaldéhyde, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas dépasser, durant 24 heures, si on parle du diacétyl, 490 microgrammes, si je ne dis pas de bêtises, de diacétyl respiré. Donc à nous, professionnels, sur nos différents robots à vapé, on s'est tous accordés au niveau de la norme AFNOR, 200 bouffées, 3 secondes, tralala, pour simuler une journée de vapotage, que l'on soit bien en dessous de ces seuils. Donc aujourd'hui, on parle de la sécurité. Moi, ce que je trouve fantastique dans cette industrie, c'est que c'est l'inverse de ce qui se passe chez Big Tobacco, quoi. On est en train de parler de sécurité, mais c'est déjà quand même extrêmement sûr, et on voit que tous les acteurs sont très très concernés par la sécurité. Il faut que ça continue, il faut surtout pas lâcher, mais on peut être assuré en France. Les e-liquides français sont déjà de très très haute qualité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Nous, personnellement, chez Faudé, on est vraiment très axé sur l'analyse des émissions. C'est quand même ça qui compte à la fin du jour. Un liquide n'est rien sans l'outil de vaporisation qui va avec. Donc, on a tergiversé. Par exemple, on analyse dans les émissions les métaux. Mais on ne met pas de métaux dans des liquides. Les seuls métaux qu'on peut retrouver, c'est de la dégradation de la résistance au moment de la vaporisation. Mais c'est important quand même d'analyser ce couple. Et donc, je pense que ce qui est vraiment extrêmement important, c'est à l'avenir de se donner des valeurs guides sur les émissions et de progresser dans la fabrication de nos liquides pour être en dessous de ces seuils. Mais aujourd'hui déjà, je vous rassure, hein, je ne sais pas chez vous, mais on en a analysé pas mal des liquides. Moi, j'en ai pas trouvé qui soit au-dessus de ces valeurs guides de l'ANSES. Nous non plus. Yes. Mais ce qui est important de retenir, c'est que les labos et les fabricants français sont très sensibles à la sécurité des liquides. Donc on s'impose tous un cahier des charges assez strict. On analyse nos arômes, on analyse les liquides, on analyse les émissions. On le fait également en tant que prestataire pour d'autres fabricants. Et la conclusion, c'est que, comme ce que tu viens de dire, tous les liquides qu'on a analysés, à la fois en phase liquide et en émission, ne dépassent pas les valeurs recommandées seuil de polluants. Presque une question pour Jérémy. Qu'en pensent les non-fabricants, qu'en pensent les non-filières, et est-ce que vous avez pu avoir une lecture justement un petit peu tout ça, parce que la TPD nous obligeait à notifier, donc à déclarer ce qu'on mettait dans nos liquides. Les organismes ont reçu des données qu'ils ne savent même pas traiter. Ils sont là, waouh, il y en a eu trop. Ils s'attendaient à 4000, 6000 déclarations en toute l'Europe. Il y a eu plus de 98 000 notifications, donc ils sont complètement perdus. Mais il y a quand même des gens sérieux qui regardent ça plus précisément. Et quel est l'avis de l'Observatoire de la VAP, puisqu'il fait partie des gens qui observent la VAP? Alors, donc, si je me permets de résumer en une minute ce qu'on vient de dire, c'est ce qui est intéressant en termes de sécurité, c'est évaluer un risque, ce qu'on appelle scientifiquement un risque. Ce risque est caractérisé par deux données d'entrée: le danger d'une substance et l'exposition, la dose. Alors, aujourd'hui, avec les moyens analytiques que l'on a, identifier les substances potentiellement dangereuses, c'est quelque chose que l'on sait faire. Ça ne pose pas d'obstacle scientifique. Évaluer l'exposition que subit un vapoteur au cours d'une journée, on a un ordre de grandeur relativement bon, même si ce n'est pas mesuré de manière extrêmement fine, etc. Maintenant, et tout l'enjeu, c'est ce que plusieurs intervenants ont dit, c'est définir ces fameuses valeurs seuil, les doses journalières admissibles, les valeurs toxicologiques de référence, peu importe comment on les appelle, qui font la limite entre, pour tel type d'exposition, pour cette substance, il va y avoir un risque. Après, il faut le qualifier, ce risque. Un risque, ce n'est pas forcément non plus quelque chose de très grave, mais il faut le qualifier. Voilà. Et donc, tout l'enjeu scientifique, c'est qualifier ces risques. Et là, donc, notamment, l'ensemble des déclarations permettent d'avoir, lorsque les déclarations sont bien faites, un certain nombre d'idées des substances, donc ces dangers-là. Et après, il y a tout un travail scientifique à faire d'un point de vue réglementaire pour définir au mieux, à partir des données scientifiques que l'on a actuellement. Il faut savoir que l'ensemble de ces données, ces références, c'est peut-être difficile à comprendre pour le public, mais ce n'est pas fixe dans le temps. Ça évolue de manière perpétuelle, que la science, perpétuellement, on trouve des nouvelles choses, on affine un certain nombre de choses. Et il y a des comités qui permettent pluridisciplinaires et contradictoires qui permettent de faire bouger un certain nombre de valeurs, entre guillemets, plus toxiques ou moins toxiques, en fonction de l'évolution de la science. Donc on en est vraiment là. On identifie relativement bien les substances. Donc
les substances potentiellement dangereuses qu'il faut examiner. On a une bonne idée de l'exposition des vapoteurs et maintenant, c'est ces fameux où est la barre, où est le seuil. Et là, il faut examiner toute la littérature avec tout le problème que l'on a là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a à la fois peu et très peu d'études sur la vape en termes toxicologiques et surtout, on va y venir parce qu'on parle beaucoup du liquide, mais on ne parle pas beaucoup du device. Or, c'est indissociable et ça ne veut pas dire grand-chose la sécurité d'un liquide en fonction qu'on va utiliser sur tel type ou tel type de device, à tel type de puissance ou un autre, etc. Donc c'est vraiment la combinaison de tout ça qu'il faut avoir en tête. Et comme je le disais, c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau et innovant, la vape. C'est-à-dire que quand les produits changent perpétuellement, les devices changent tous les 6 mois, tous les 6 mois on a un device qui est obsolète, ce qui fait de relire la littérature scientifique, même à l'échelle de 10 ans, avec l'ensemble de ces évolutions, on trouve des gens qui trouvent tout et n'importe quoi. En fonction aussi, parce que les normes commencent à avancer, mais ce n'est pas encore totalement défini non plus la manière dont on les analyse. Donc tout ça fait que dans la littérature, on trouve tout et son contraire. Donc pour y voir clair, c'est assez compliqué, et c'est un petit peu le challenge des agences réglementaires, c'est de faire le tri là-dedans, pour essayer de faire avancer, tout en sachant que c'est quand même un produit qui est consommé par des millions de vapoteurs en France. C'est vrai que c'est ce que tu disais, Mika, tout à l'heure, c'est que le liquide, il est mis dans une bouteille, que cette bouteille peut avoir une interaction selon sa matière. Ensuite, il est versé dans un atomiseur. L'atomiseur, il a aussi un récipient qui peut être en verre, en polycarbonate, en plein de matières. Et il y en a plein, des matières. Il y a du coton, une fibre, et puis il y a une résistance. Et tout ça interagit finalement avec le produit. Même pour le fabricant qui est complètement serein pour son produit qui sort d'usine en flaconnné, derrière, tout ce qui va se passer, le produit va vivre encore et va subir encore énormément d'interactions. Comment vous projetez ça? Comment vous sécurisez par rapport à ça? Est-ce que vous allez analyser ces choses-là? Est-ce que vous allez même jusqu'à recommander un certain type de matériel pour la consommation de vos liquides? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez aujourd'hui? En fait, le travail de recherche et de biblio, il se fait aussi là-dessus. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de l'enjeu des produits de décomposition et de dégradation. En fait, c'est pas de regarder quelles sont uniquement les émissions ou de quoi est composé le liquide, mais c'est aussi de comment il se comporte en fait avec le device, quoi. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur demain parce que ça peut être utilisé sur différents types d'atomiseurs, sur des drippers à 70 watts, à 10 watts. Et ça n'a pas du tout exactement la même forme de décomposition en fait, en fonction de la manière en fait, dont on le vaporise. Et ça, demain, ça nous permettra d'avoir un regard déjà beaucoup plus éclairé sur, oui, un liquide, lorsqu'on l'utilise avec une composition aromatique correcte et une composition liquide correcte, eh bien, lorsqu'il se vaporise, il vaut mieux le vaporiser à telle température parce que là, on peut garantir que ce produit est forcément utilisable. Toutefois, on ne peut jamais garantir la mauvaise utilisation. Ça, après, c'est un autre débat. Mais on doit, nous, quoi qu'il arrive, s'assurer que le produit dans une utilisation standard et 100% safe au regard des connaissances que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous avez aujourd'hui un standard commun justement sur le type de device sur lesquels sont consommés vos produits ou une échelle, je dirais Moi, je voudrais donner une image par rapport à ça. Dans l'automobile, on analyse le CO2 ou le NOx en sortie de pot d'échappement. On n'analyse pas ce qu'il y a dans l'essence. Donc forcément, c'est ce couple, aujourd'hui device liquide, qui nous intéresse et c'est ce qui en résulte. Donc effectivement, Jérémy disait, il faut qu'on ait des valeurs cibles. On en a par l'ANSES, on en a, mais qu'il faut peut-être affiner aussi par rapport à la vape. C'est ça qui est important. Mais après, il y a aussi, et c'est là encore une fois là où je trouve que notre industrie est relativement responsable, c'est uniformiser nos protocoles. De quelle manière on va analyser tout ça? Et alors ça tombe bien, on était en relation téléphonique avec le professeur Dotzenberg ce matin. On avait plusieurs, je crois, à participer à une méthode interlab autour de la table, justement sur ces analyses d'émissions. C'est bien de se donner des valeurs cibles, c'est bien de se donner un protocole, c'est bien de se donner tout ça, mais après, est-ce qu'on trouve les mêmes résultats? Donc à ce matin, on en était sur une dizaine d'entreprises participantes à 9 résultats fournis, des résultats qui sont anonymisés et que l'on va pouvoir comparer en disant si on part sur les mêmes bases, est-ce qu'on arrive aux mêmes résultats? À partir de là, on va pouvoir affiner nos protocoles, nos machines et avoir des résultats qui sont de plus en plus précis. Mais moi, j'insiste encore une fois, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le couple qu'il faut analyser, device, liquide. Le triptyque presque. Les pratiques jouent. On peut observer qu'entre une vape de bouche d'un néovapoteur qui vient de copier son geste de la cigarette à du power vaping, l'exposition va jusqu'à 15-20 fois plus.
quelqu'un qui est en manque de nicotine va avoir tendance à pratiquer le power vaping. Parce qu'en plus, il se dit, j'ai du plaisir, j'ai des arômes, c'est génial. Et donc, il ne se vapote plus avec le sas de la bouche, faire en bouche, puis en poumon avec la dilution, mais directement inspiré dans les poumons. L'exposition fait que, quand on fait ce type de pratique, on aspire jusqu'à 15 fois plus de e-vapeur, c'est-à-dire de e-liquide vaporisé. Donc, la notion de dose est à ramener avec le rapport de la puissance, car c'est comme les voitures, il y a des 2 chevaux et il y a des 8 cylindres en V, et du coup, elles vont produire plus de vapeur. Et en plus, dans la pratique, parce que la personne pense avoir baissé son taux de nicotine, en fait, non. Elle l'a augmenté parce qu'elle vapote en power vaping, donc 13 fois plus que si c'était une inhalation en bouche. Donc les pratiques sont hyper importantes pour Jérémy, parce que faire une étude et des normes sur des pratiques en bouche, alors qu'on voit de plus en plus de gens pratiquer le power vaping, eh bien là, ça soulève des nouvelles questions. Et ça change complètement. Les coefficients, je vous dis, sont surprenants. C'est justement la question aujourd'hui, c'est à un moment donné, est-ce que vous allez en arriver à dire, voilà, je vous vends, on parlait des liquides tout à l'heure, des étiquetages et tout, je vous vends tel liquide, et ce liquide doit être consommé, il y a une DLUO, donc ok, mais il doit être consommé dans telles conditions derrière, c'est-à-dire alors avec les repères sur tel type de fibre, sur tel type de résistance, sur tel type, ne surtout pas le mettre dans tel type d'atomiseur qui contient tel plastique, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez en arriver là pour ne serait-ce que vous protéger, vous? Il y a certainement à terme une classification des liquides, comme il y a une classification des frigos qui consomment plus ou moins de l'énergie avec des seuils A, B, C, D, E, F pour les maisons, dans les diagnostics pour les maisons. Il y a des choses comme ça. À terme, on peut arriver à une classification des liquides qui sont à ramener à quelque chose de très important. C'est le message que vont pouvoir délivrer les boutiques spécialisées face à ça. On a une chance incroyable en France d'avoir une grande force des boutiques spécialisées. Je reviens des États-Unis où là-bas c'est vendu un peu par n'importe qui, n'importe où. En France, on a en plus la force des boutiques spécialisées qui sont capables de dire oui, je vous conseille tel système, tel liquide avec votre pratique que j'ai entendue. Donc la classification va certainement être un élément de réassurance qui viendra dans le futur. Un liquide de catégorie A peut se vapoter toute la journée. Un liquide de catégorie F est à vapoter avec un peu plus de modération ou avec des pratiques plus récréatives que des pratiques liées à la réduction des risques au tabac. Pour le matériel, Xavier, l'interaction avec le matériel. Je suis d'accord totalement avec ce que Charlie disait. Je voulais juste aussi un petit peu compléter son point. Alors, je pense que vous l'avez tous compris ici, le sujet en fait de la sécurité des analyses qui gravitent autour des liquides, c'est un sujet qui est très très dense. Elle ne va pas que concerner le liquide ou l'évaporation de ce liquide. C'est vrai qu'il y a toutes les problématiques liées aux différents types de matériaux qu'on va retrouver dans le matériel, la résistance, l'absorbant, etc. Donc, nous autres fabricants, c'est quelque chose qu'on voit lors de nos analyses de vapeur. On est capable aujourd'hui de savoir si un coton va relarguer en fait des choses qui ne vont pas trop nous plaire. On est capable de savoir si la résistance va relarguer des matériaux. Et on commence à devenir petit à petit assez proactif, à commencer à dialoguer avec les fabricants de matériel. Ce n'est pas une chose très aisée parce qu'il faut quand même encore voir qu'aujourd'hui, l'essentiel du matériel provient de Chine. Le discours, il n'est pas toujours facile parce que c'est des gens qui ne comprennent pas toujours, ils n'ont pas forcément cette logique de qualité telle que nous, on la conçoit en France. Donc voilà, il y a énormément d'analyses à produire, il y a énormément de choses à surveiller. Et c'est vrai qu'on n'en est qu'au début, malheureusement. Et heureusement aussi qu'on commence à le faire, puisque c'est vrai, rappelons-le, l'industrie du tabac n'a jamais fait ce type de démarche, alors qu'ils auraient très bien pu rendre leurs cigarettes de tabac plus safe. Nous, en fait, c'est quelque chose qu'on s'est fixé dès le départ. On a dit on ne veut pas ressembler à ces gens-là. Nous, on veut être responsable. Si maintenant on trouve quelque chose qui ne nous convient pas, il faut savoir faire une croix dessus. Et c'est vrai qu'on a encore énormément de travail à faire. Mais voilà, les choses avancent petit à petit. Gros travail de communication à faire parce qu'il y a un gouffre entre la réalité et ce qui est perçu, en tout cas dans le grand public. Quand on entend, j'ai fait exprès de commencer tout à l'heure en disant mais qu'est-ce que vous mettez dans vos liquides? C'est récurrent tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi? Donc il y a un vrai gros travail à faire, à mon avis, tous ensemble sur ce qui se passe, même si c'est encore le début. Juste ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a un consortium d'entreprises, on harmonise nos méthodes, on va dans le sens de rassurer le consommateur sur nos produits, sur la maîtrise de nos produits et les émissions associées. On développe des machines pour ça, pour maîtriser les émissions, pour maîtriser l'analyse des liquides.
Et tout ça dans le but d'assurer la sécurité des liquides de nos consommateurs. Merci à vous six. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oh, tu poses beaucoup de questions, hein, Patrick. Hein. Courtes, hein. Attention. Hein. Si maintenant c'est un problème de causer, ça devient dur. Première remarque, en tant que vapoteur, je suis totalement rassuré par un débat de ce type et vraiment bravo. Après, j'ai une question. Le monsieur là, il nous a montré un truc, c'est qu'on est capable d'évaluer les risques. Et vous n'êtes pas sans savoir que si on prend Big Tobacco, si on prend Big Pharma, si on prend tous les réactionnaires de merde qu'il y a à la HAS et dans d'autres domaines, on arrive à un problème qui est quand va-t-on pouvoir évaluer les dommages de la vape? Je ne sais pas si je me fais bien entendre. On a répondu à une première question qui est l'évaluation des risques. Il nous reste un gros boulot à faire sur l'évaluation des dommages et en fait, on nous attend là-dessus. C'est clair que si je nous félicite, entre guillemets, d'avoir fourni et travaillé pour fournir de l'information, il y a face à nous, et là vraiment à la FIVAP, on remarque encore ça cette semaine, il y a un mur en face de la perception et de la réception des données. Des gens comme Jérémy s'efforcent de faire passer ce message, mais il est bien seul. Il est bien seul, je sais que d'autres personnes le font, et heureusement. Ça a été fait par des gens comme Bertrand Dotzenberg de dire la pratique de la vape existe, considérons-la. Donc, en plus, ils émettent des valeurs, regardez-les. Et il a pu dire en tant que personnel qui représente un peu l'institution de la santé en France, de dire pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas ça tous ensemble? Eh bien oui, je suis déçu de voir que la France a produit 20 000 rapports de composition d'e-liquide et qu'en face, l'ANSES, pour l'instant, parce qu'il faut leur laisser le temps quand même de regarder ça, ne nous a pas recommuniqué en disant « Merci, c'est déjà complet, on va regarder, aidez-nous à comprendre les valeurs, il faut qu'on analyse tout ça. » Et quand on leur dit « On est à votre service pour justement éventuellement vous accompagner dans cette lecture », ils nous disent « Non, non, c'est bon, on va se débrouiller sans vous. » Ça nous surprend. Là, on sent bien qu'on met le doigt sur quelque chose qui fait mal, parce que peut-être qu'ils ont parfaitement conscience que la diminution des risques est bien évidente, mais qu'on trouble et on chamboule certaines habitudes, probablement de l'économie française. Je vous pose la question, Jérémy, juste pour enchaîner. Sébastien, je voudrais rajouter une réponse là-dessus. Pour répondre à ta question, Patrick. La question du dommage, moi j'ai l'habitude de dire qu'on ne la connaîtra jamais. Il faut prendre ce qu'on connaît, les dommages du tabagisme. Pour évaluer les dommages du tabagisme, il a fallu attendre d'avoir un recul de 20 à 30 ans sur des centaines de milliers de personnes pour un risque qui est majeur. Hein, un produit de consommation courante qui tue un fumeur sur 2. En tout cas, qui le tue avant l'âge où il devrait mourir. Si on considère les 20 ans qui viennent, la très très grande majorité des utilisateurs de vape sont des fumeurs. Si quelque chose est détecté d'ici 20 ans ou 30 ans, on ne pourra jamais absoudre les méfaits du tabagisme. Ce sont des anciens fumeurs. On peut faire un cancer du fumeur 20 à 30 ans après avoir arrêté de fumer. On le sait. Donc le seul moyen de savoir si un jour il y aura des dommages, c'est d'attendre d'avoir une génération entière de non-fumeurs qui soient devenus vapoteurs et les suivre pendant peut-être 50 ans, peut-être plus, et avec, comme le risque est au maximum selon le rapport anglais à 5%, pour moi je pense qu'on est plus proche du 1% que du 5%, mais même en gardant le 5%, ce risque est tellement faible qu'il faudra 50 ans avec des centaines de milliers, peut-être des millions de consommateurs pour détecter quelque chose. Et ce quelque chose, est-ce qu'on saura l'attribuer à la vape ou pas?
un faible taux de risque de l'ordre de 5%, voire moins, on ne pourra pas écarter l'hypothèse que c'est peut-être la pollution, que c'est peut-être les perturbateurs endocriniens, on ne saura jamais. Je voudrais croiser avec la question de Patrick et ce que vient de dire Jacques, c'est qu'en fait, et puis c'est toute la stratégie de l'industrie du tabac, c'est semer le doute. Et effectivement, vous êtes dans la course à rechercher à sécuriser. On essaye de semer la connaissance. Ouais, voilà, semer la connaissance. Mais à un moment donné, c'est vrai que si on pouvait dire, bon, bah, la vape, ça y est, on ne sait pas ce que ça va devenir dans 20 ans, 30 ans, ce que ça va faire aux gens, etc. Ça y est, on a trouvé, ça va filer un bouton au milieu du front au bout de 30 ans de vape. Voilà, ça y est, on a trouvé, c'est réglé. Est-ce que dans la communication, dans ce que vous faites, vous dites, on écarte tel produit. On a mis, on parlait de diacétyl tout à l'heure, on a mis cette limite là à 22, je ne sais pas, etc. Est-ce qu'il pourrait peut-être y avoir de la communication là-dessus pour dire voilà pourquoi on a mis cette limite et voilà ce qui pourrait arriver, voilà comment on a sourcé. Alors on sait les pop-corn, etc. Mais peut-être d'être un petit peu plus, faire plus d'inventaire des choses pour dire voilà, nous le risque, on le réduit et voilà pourquoi on arrête ce produit à ce niveau-là. C'est une très bonne. Alors tu es journaliste, Sébastien, aussi. Et c'est vrai que les aspects de communication sont majeurs. On parlait de risque tout à l'heure, mais Jacques, il n'a pas parlé de risque, il a parlé de réduction de risque. Effectivement, il l'a mis en perspective par rapport au tabac. Donc il ne faut pas non plus tomber dans le piège de communiquer sur ces aspects sécuritaires, le diacétyl, tout ça. Le diacétyl, cette étude sur le popcorn, on en parle beaucoup, mais c'est un cas isolé, il y a plus de 40 ans, d'un gars qui bossait plus de 8 heures par jour dans une usine de popcorn pendant 45 ans. Et à part ça, en termes de biblio, il n'y a rien. Alors, je peux te dire qu'on est dans un principe de précaution absolu quand on est sur la limitation à 22 ppm de diacétyl. On est dans un principe de précaution absolu dans la vape. On est dans une industrie ultra responsable pour les acteurs respectables. Les médias, les journalistes vont aller toujours trouver le fabricant de liquide exotique, machin, ceci, mais vous le voyez bien, le comportement de la plupart des acteurs est extrêmement responsable. En termes de communication, là où on a besoin de gens comme Jacques, là où on a besoin de gens comme toi, Sébastien, de journalistes, les boutiques, les porte-paroles, les clients, c'est pas tomber dans ce piège dont tu parlais de Big Tobacco, de voir stigmatiser, parce que si on parle que du diacétyl, on va parler que de risques, on va parler que de trucs, mais on va plus parler des 4000 substances qu'il y a dans le tabac, de 1 fumeur sur 2 qui meurt, de 78 000 morts par an, de tout ça. Donc il faut aussi qu'on soit extrêmement vigilant. On fait cette conférence sur la sécurité. C'est extrêmement important. Oui, il faut qu'on vulgarise. Oui, il faut qu'on apporte de la connaissance. Et je peux vous dire qu'on y passe du temps et on dépense de l'argent là-dessus. Mais maintenant, il va falloir aussi qu'on soit bon dans la communication. Là où on est peut-être un peu en retard. Dans notre secteur, et ce n'est pas une question d'hommes, c'est une question de jeunesse, et qu'il faut qu'on structure notre filière autour de la FIVAP notamment, et qu'on fasse avancer la recherche et la communication positive sur cette recherche. Donc moi, je fais un petit appel à tous les journalistes et tous les communicants, aidez-nous. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bien, eh ben on va laisser la... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a beaucoup plus de diacétyl dans une que dans la vape et qu'aucun fumeur n'a jamais eu